Cette capsule d'information a pour but de présenter le cadre légal qui régit les thérapies complémentaires en Suisse. Considéré comme novateur, je vous avoue d'entrée de jeu que je ne suis pas très convaincu du bien fondé de ce nouveau cadre légal. Il donne plutôt l'impression de faire un peu plus de la même chose que ce qui existait déjà jusqu'à présent. Mais comme toute chose, il y a des bons côtés et des critiques à formuler, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Je vous propose d'abord quelques chiffres clés. Une enquête parue en 2025 indique que 2/3 de la population suisse a recours à l'une des thérapies complémentaires existantes sur le marché. C'est une enquête mandatée par le Registre des médecines empiriques, le RME, l'un des labels suisses de reconnaissance de thérapeutes. Je reviendrai sur ce label. Autre chiffre, 34% en parlent à leur médecin, selon une étude mandatée par la fondation ASCA, autre label de reconnaissance en Suisse. J'y reviendrai aussi. Une enquête menée par le Centre de médecine intégrative et complémentaire du CHUV a révélé que 63% des professionnels de santé rapportent ne pas avoir assez de connaissances sur ces approches. De mon expérience, peu de personnes s'intéressent vraiment à l'étude de ces approches. Soit on a un a priori positif et on s'attend à ce qu'on en dise le plus grand bien, soit on a un a priori négatif et on s'attend à ce qu'on en dise le plus grand mal. Enfin, une étude de Claudia Witt parue en 2020 mentionne 27 000 thérapeutes enregistrés en Suisse, avec environ 200 approches différentes enregistrées. Passons maintenant au cadre légal et à l'exercice de ces approches. Des diplômes officiels existent, notamment pour les médecins, mais également désormais pour les autres professionnels de santé. Notez tout d'abord que l'existence d'un diplôme officiel n'implique pas la validation scientifique de l'efficacité des thérapies complémentaires. Et c'est souvent source de malentendus. Ce n'est pas parce que c'est officiel et populaire que c'est efficace. J'y reviendrai. Commençons avec la reconnaissance par l'assurance maladie obligatoire en Suisse. Elle est régie par la loi sur l'assurance maladie, la LAMAL. Elle couvre principalement les coûts des médecins, analyses, médicaments, hospitalisation, tout ce qui est médicalement nécessaire. Avant de voir la situation actuelle, je vous propose un petit historique des allers-retours qu'ont fait les thérapies complémentaires dans l'assurance de base. En 1999, 5 approches sont intégrées dans l'assurance de base sur décision de la conseillère fédérale socialiste Ruth Dreifuss. C'était l'homéopathie, la phytothérapie, la thérapie neurale, la médecine anthroposophique et la médecine traditionnelle chinoise. En 2005, le conseiller fédéral libéral Pascal Couchepin décide de les retirer du catalogue de l'assurance de base par manque d'efficacité démontré. En 2009, après un référendum et un vote de la population suisse, une nouvelle intégration de ces approches a été acceptée à 67%. C'est un taux rarement observé en votation. Ça montre à quel point ces approches sont appréciées en Suisse, un véritable raz-de-marée. Et donc, cela signifie que depuis 2012, ces approches sont à nouveau remboursées. Par contre, un détail a échappé au public. Elles étaient acceptées à titre provisoire et faisaient l'objet d'une évaluation sur une période de 5 ans. Au terme de ces 5 ans, une décision devait être rendue avec comme point principal cette notion d'efficacité à démontrer. Nous arrivons en 2017, le 16 juillet plus précisément. Ah, je me souviens de ce jour historique. Quelle sera la décision et quelles seront les retombées médiatiques? Le monde entier avait le regard tourné vers la Suisse. Ouais, en fait non, pas du tout. C'est passé totalement inaperçu et en dehors du communiqué de presse disponible sur le site de l'Office fédéral de la santé publique, aucun média n'a relayé cette décision. Aux yeux du public, l'histoire était déjà réglée depuis 2012. C'était accepté, c'était remboursé, ça le restera et le débat est clos. Je reviens tout de suite sur les critères qui ont permis une acceptation définitive. Mais d'abord, voyons les 5 approches qui ont obtenu leur sésame et les conditions de prise en charge. Vous avez donc la médecine anthroposophique, la pharmacopée de la médecine traditionnelle chinoise, l'homéopathie uniciste classique, la phytothérapie et l'acupuncture. Pourquoi celle-ci et pas d'autres? Non, ce n'est pas parce qu'elles sont plus efficaces que d'autres. Elles ont tout simplement déposé un dossier complet et à temps. C'est une question de procédure administrative. À noter que pour être prises en charge, il faut que ces approches soient effectuées par des médecins qui doivent justifier d'une attestation de formation complémentaire. Ah, je n'ai pas parlé de la situation particulière de la chiropraxie.
Elle n'a pas dû passer par cette sortie en 2005 avec une réintégration en 2012 et une période d'évaluation de 5 ans. Pourquoi? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Elle est acceptée depuis 1964 selon l'association faîtière Quiro Suisse, mais elle fait partie des meubles en Suisse. Revenons sur cette acceptation définitive en 2017. Avec cette reconnaissance, on pourrait croire que l'efficacité de ces approches a enfin été démontrée. En effet, pour être intégrée dans la LAMAL, toute thérapie ou technologie médicale doit répondre à 3 critères: efficacité, adéquation, économicité. Ce sont les critères EAE. L'efficacité, on connaît et j'y reviens de suite. L'économicité signifie qu'elles ne doivent pas être trop coûteuses et l'adéquation signifie qu'elles doivent répondre à un besoin spécifique. Le Conseil fédéral est clair à ce sujet. L'efficacité, après ces 5 ans de procédure, n'a pas été établie. Alors, comment ces approches ont pu être intégrées? Par le principe de confiance. Et voici la définition que l'on trouve sur le site de la Confédération. Le principe de confiance suppose que les médecins ne fournissent que des prestations qui remplissent les obligations d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. Seules certaines prestations controversées seront examinées, tout comme pour les autres disciplines médicales. Si ce n'est pas clair pour vous, on trouve aussi cette définition. Il s'agit d'une supposition implicite que les prestations satisfont aux critères requis pour l'obligation de prise en charge. Voilà, j'espère que c'est clair. Je lis dans vos pensées, vous n'avez rien compris, et moi non plus. En 2019, j'avais interpellé le média suisse ID News qui avait fait une publication à ce sujet. C'était sympa de leur part. Ils ont sollicité le point de vue juridique avec Anne-Sylvie Dupont de l'Institut du droit de la santé de l'Université de Neuchâtel et le docteur Philippe Eghiman, président de la Société médicale de Suisse romande. Voici la réponse d'Anne-Sylvie Dupont. On part du postulat qu'un médecin travaille comme il faut et qu'il ne prescrit pas des choses qui ne servent à rien. Et voici la description du docteur Eghiman. C'est un compromis helvétique qu'il faut interpréter dans le cadre de cette relation médecin-patient qui est à privilégier par l'ensemble des partenaires. L'exception faite pour les médecines complémentaires est d'ailleurs à relativiser. Il poursuit. L'efficacité est un principe inscrit dans la loi. Mais je pense qu'on est très loin, dans toutes les prestations financées par l'assurance maladie, d'avoir des critères d'efficacité fermes. Beaucoup de ce qu'on fait est basé sur des évidences scientifiques molles, comme un simple consensus d'experts. Cette phrase résonne en moi depuis que je l'ai lue. Dans le domaine thérapeutique hautement complexe et spécialisé, le consensus se réduit parfois à une poignée d'experts. C'est l'avis du clinicien. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et les études scientifiques à grande échelle ont tendance à passer au second plan face au patient dans toute son unicité et son individualité. Un dernier mot au sujet des coûts occasionnés. Santé Suisse, l'organisation faîtière des assurances maladie, conclut dans un rapport de 2019 que les prestataires de médecine complémentaire occasionnent par patient des coûts de traitement supérieurs de 22% à ceux de leurs collègues pratiquant la médecine conventionnelle. Et j'entends déjà des voix qui crient au scandale, car Santé Suisse, c'est le lobby des assureurs maladie. Alors quand une étude est publiée, les chiffres sont forcément catastrophiques, voire gonflés. Dans tous les cas, une autre étude sortira bien un beau jour avec des chiffres moins alarmants et positifs. Et il suffira que cette étude ait été pilotée par un quelconque lobby de médecine douce pour qu'elle soit forcément truquée. Alors, que faut-il penser de cette reconnaissance? Pendant un temps, je considérais cette décision comme de la pure bureaucratie helvétique. Le peuple a plébiscité ces approches, il faudra bien trouver une pirouette juridique pour les intégrer. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'une décision politique, sociale et non uniquement scientifique. C'est un point de vue difficile à accepter lorsque l'on passe son temps dans un laboratoire à faire de la recherche pour démontrer l'efficacité d'un traitement et que l'on se bat pour être reconnu, alors que d'autres approches passent devant. C'est qu'il y a une vie en dehors du laboratoire
différents partenaires entrent en ligne de compte. Les soignants, les patients, les sociétés phytopharmaceutiques, les centres de formation, les labels, c'est tout un pan de l'économie qui est touché. Toujours est-il que je comprends l'énervement des plus sceptiques qui doivent participer au financement de ces approches en payant leur prime d'assurance maladie. Encore une fois, il s'agit d'un débat de société, pas de science. En parallèle à cette capsule, vous trouvez sur le site du centre de formation Psybé un article avec des réflexions intéressantes de la juriste de Promentes Sana qui clarifie bien cette différence. Sortons maintenant de la couverture d'assurance obligatoire pour nous tourner vers les assurances complémentaires. Là, c'est un peu plus folklorique. Les assurances complémentaires, c'est du business. On n'est plus dans le social, comme avec l'assurance de base. Mais les assureurs ont tout intérêt à être généreux et peu restrictifs dans la palette des thérapeutes et des thérapies reconnues. Ça fait venir les clients. Notez que l'on sort ici du domaine médical proprement dit. On parle de thérapeutes non médecins. Historiquement, deux labels de qualité sont légitimes pour transmettre aux assureurs la liste des thérapies et des thérapeutes reconnus. La Fondation ASCA, plutôt du côté francophone, et le Registre des médecines empiriques, le RME, plutôt du côté germanophone. Leur but initial partait d'une bonne intention, s'assurer que les thérapeutes aient suivi une formation initiale uniforme. C'est ce qu'elles ont fait. Il y a d'abord un tronc commun de 3 branches obligatoires, anatomie, physiologie, pathologie, ce qui représente 150 heures de formation. Certains centres de formation confient cet enseignement à des médecins, ce qui est plutôt bon signe. Aucun prérequis n'est nécessaire pour démarrer cette formation. Et ensuite, vous vous orientez vers la spécialisation de votre choix. Près de 200 approches sont reconnues par ces labels, mais pas toutes ne sont reconnues par les assureurs. Chaque assureur établit librement les approches qu'il souhaite inclure dans son catalogue. Le critère principal reste la popularité, avec les plus connus que sont l'ostéopathie, les massages, la réflexologie, l'acupuncture. Histoire d'harmoniser encore plus ces reconnaissances et de gagner en légitimité, le gouvernement suisse a décidé de faire des thérapeutes complémentaires une profession à part entière, avec des critères de formation officiels et non plus décidés par des fondations privées. À nouveau, l'idée est légitime. C'est que, au fur et à mesure des années, le nombre d'approches reconnues par les labels ASCA et RME ont fortement augmenté et il fallait faire un petit peu le ménage et y mettre des garde-fous. Ces deux labels ont en effet créé un appel d'air à toutes sortes de thérapies dont les modes d'usage sont parfois très obscurs. Voyons donc comment s'est mis en place ce nouveau diplôme fédéral. C'est le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, le CEFRI, qui s'est chargé de mener à bien ce projet. Et c'est un premier point qui surprend. En Suisse, les professionnels de santé, comme les médecins, les physiothérapeutes, les soins infirmiers ou les psychothérapeutes, sont sous l'autorité de l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP. Mais ce n'est pas le cas pour les thérapies complémentaires. J'y reviendrai en fin de séquence. Le CEFRI a délégué à l'organisation du travail, l'ORTRA, la mise en place de cette réglementation. Mais vous me direz, que deviennent l'ASCA et le RME ? Elles n'ont plus de légitimité puisque dorénavant c'est l'administration fédérale qui délivre les diplômes. Il y a eu une levée de bouclier en 2014 demandant aux autorités de tenir compte de leur expérience afin d'éviter d'être mises hors circuit. Donc, nouveau compromis helvétique. On garde l'ASCA et le RME. Elles restent compétentes pour délivrer les diplômes dans la formation initiale, anatomie, physiologie, pathologie. Actuellement, en tout cas en 2025, on est entre deux. La fondation ASCA et RME restent reconnues par les assurances, tout comme le diplôme fédéral. Mais à terme, j'imagine que seul le diplôme fédéral restera légitime. Revenons sur l'organisation du travail, l'ORTRA, qui délivre les diplômes. Il est divisé en 4 sections en fonction des approches. Chaque section reconnaît déjà un certain nombre de thérapies et d'autres sont en cours d'accréditation. Tout d'abord, l'ORTRA MA pour médecine alternative. Il délivre le diplôme de naturopathe en médecine ayurvédique, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise ou médecine traditionnelle naturelle européenne. À noter ici la possibilité aux naturopathes d'établir un diagnostic médical, ce qui a étonné les médecins à qui j'ai évoqué cette nouveauté.
Et c'est d'autant plus étonnant vis-à-vis des psychothérapeutes qui peinent à faire reconnaître leur propre diagnostic, ce d'autant que leur formation et leur expérience clinique est bien plus conséquente. Non, je ne sais pas ce qu'est un diagnostic médical établi par un naturopathe et surtout en quoi il complète ou remplace un diagnostic établi par un médecin ou un autre professionnel de santé. Je me suis également renseigné sur la portée légale du terme diagnostic médical, mais je n'ai jamais eu de réponse claire à ce jour. La deuxième section est l'ORTRA TC pour thérapie complémentaire. Elle donne droit au diplôme fédéral de thérapeute complémentaire en kinésiologie, shiatsu, massage crânio-sacral, réflexothérapie, entre autres. C'est la partie la plus populaire et convoitée. Et je crains une chose avec ce diplôme. Le but du fédéral était de limiter les approches et de faire le ménage. Mais comme il s'agit d'une démarche administrative pour être reconnue, de plus en plus d'associations professionnelles font les démarches et sont reconnues. Le risque est de se retrouver avec une multitude d'approches qui vont revendiquer une certaine particularité, alors qu'en général elles font globalement la même chose. Activer les forces de guérison par une prise en charge globale en étant vraiment à l'écoute du patient, retrouver l'harmonie et l'équilibre, favoriser la compréhension et l'écoute de soi, développer une bonne hygiène de vie. Multiplier les appellations thérapeutiques, parfois déposées sous brevet, provoque la confusion chez les patients qui se retrouvent face à une multitude de choix. Et en face, les thérapeutes donnent l'impression de se livrer à une guerre commerciale. Telle approche va vraiment être à l'écoute du patient, telle autre approche va vraiment aller chercher la source du mal. Le marketing dans les thérapies complémentaires est un fléau, mais c'est un autre sujet. Je passe brièvement sur l'ORTRA MM pour masseurs médicaux. Notez qu'il ne s'agit ni d'ostéopathie, ni de physiothérapie, qui ont leur organisation, leurs critères de formation et leur reconnaissance propre. N'ayant pas de formation en technique manuelle, je laisse aux personnes du domaine se faire un avis sur les différences qu'il existe entre ces approches. Je suis quant à moi réservé sur l'intérêt de créer une nouvelle approche manuelle parmi les autres déjà existantes, un peu comme l'ORTRA TC que nous venons de voir. Et enfin, l'Artecura, les thérapies à médiation artistique, qui délivre le diplôme fédéral en... Alors là, je suis obligé de prendre mon téléphone parce que les intitulés sont longs. Vous avez la musicothérapie, la thérapie par la danse et le mouvement, la thérapie par le drame et la parole, la thérapie à médiation plastique et visuelle et la thérapie intermédiale, une méthode qui utilise diverses formes d'expression artistique. On l'appelle aussi thérapie intermédiale ou intermodale. Là aussi, on a l'impression d'avoir affaire à des doublons d'approche. Il faut croire que les différentes associations professionnelles à qui on a demandé de déposer un dossier ont préféré protéger leurs précarés plutôt que de travailler à une œuvre commune. Derrière la bienveillance affichée, c'est la guerre déclarée. Que penser de ce nouveau diplôme fédéral ? Malgré une volonté initiale légitime, de nombreuses lacunes sont à relever. D'une part, la profession n'est toujours pas protégée. Naturopathe, kinésiologue sont des titres que vous pouvez toujours obtenir par des écoles privées qui ne sont reconnues que par elles-mêmes. Autre lacune, il s'agit de professions à part entière. Comme on l'a vu avant, l'autorité suprême de ce diplôme, c'est le CEFRI et non l'OFSP. Et de mes discussions avec différents groupes de professionnels, médecins et psychothérapeutes notamment, très peu sont au courant de l'existence de ce nouveau diplôme fédéral. Par conséquent, cette initiative maintient le clivage entre les approches thérapeutiques. On se retrouve avec de nombreux professionnels aux titres ronflants et très officiels sans se demander qui fait quoi et s'il est possible de regrouper des techniques similaires. Un dernier point qui me semble capital est qu'il est toujours possible, malgré le nouveau diplôme fédéral, de mener des thérapies sous sa propre responsabilité sans avoir d'expérience en milieu institutionnel. Je vous parle ici en tant que psychologue. Je n'ai que peu d'expérience en clinique, c'est-à-dire au contact des patients. J'ai fait mes classes, comme on dit, 4 ans, 1 an dans une clinique universitaire, 2 ans dans un service cantonal de la jeunesse et 1 an en pratique privée. À mon avis, c'est un passage nécessaire.
Et encore 3 ans en milieu institutionnel, c'est trop peu avant de se mettre en privé. Le travail en équipe, pluridisciplinaire, la possibilité d'échanger, d'être conseillé, de ne pas travailler seul. Échanger avec des médecins, des logopédistes, des physiothérapeutes, des thérapeutes en psychomotricité. Les colloques cliniques, les supervisions, les intervisions me semblent être un passage obligatoire avant de prétendre se lancer dans une pratique sous sa propre responsabilité. Ça permet de se rendre compte de ses propres limites et de comprendre aussi le travail des autres professionnels de santé. Se former en outils thérapeutiques, quelle que soit la longueur de la formation, n'implique pas de savoir mener une thérapie. Le terme est lourd de sens. Les bonnes intentions de soigner ne font pas la thérapie. C'est le mythe du guérisseur blessé. Je comprends cet élan à s'ouvrir vers l'autre, surtout quand on a passé par des chemins difficiles. Mais à mon sens, une expérience clinique est absolument nécessaire pour se rendre compte à quel point le parcours de soins est complexe et qu'il ne peut se réduire aux seules bonnes intentions. Si la médecine classique a tout intérêt à mieux comprendre les thérapies complémentaires, celles-ci doivent également connaître les impératifs du système de soins classique, et ça passe par une expérience clinique en milieu institutionnel. Avec cette nouvelle reconnaissance, toute critique est balayée, car ces approches ont désormais leur légitimité. Les remettre en question offusque. Si vous critiquez ces approches, alors vous êtes forcément contre. Au final, ce qui change vraiment avec ce nouveau diplôme, c'est le compte sur lequel vous allez verser vos cotisations. Avant, c'était sur un compte privé, maintenant c'est sur un compte de l'administration fédérale. Les approches, les formations et les conditions de pratique sont reprises telles quelles, mais maintenant, c'est officiel. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si vous êtes professionnel de santé en Suisse, sachez que le Centre PsyBay propose des formations continues, accréditées, enregistrées et disponibles en permanence. Vous pouvez vous inscrire en tout temps et les suivre à votre rythme. Vous trouverez toutes les informations sur le site web de la plateforme PsyBay pour tout savoir sur ces sujets passionnants.